Je pense que le type de pollution le plus dangereux affectant les océans est la pollution des zones côtières. Car ce sont les zones qui contiennent les plus grandes réserves de poissons que nous mangeons. C'est dans ces mers que nous aimons nager, faire du bateau, et c'est à proximité de ces zones que nous vivons. Aujourd'hui, les types de pollution déversés dans la zone côtière incluent les excédents d'engrais agricoles, de différentes sortes de produits pétroliers et de produits industriels toxiques. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Alobat sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Alobat est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Environ 89% de l'eau provenant des 7 principaux fleuves et rivières de la Chine n'est pas potable. Un rapport récemment publié par la chaîne gouvernementale CCTV. Pour les résidents, cela signifie qu'ils consomment de l'eau contaminée par des substances dangereuses comme des polluants industriels et des pesticides. Les médias étatiques chinois rapportent que seulement 11% de l'eau répond aux normes d'hygiène nationale. Environ 89% de l'eau potable provenant des 7 principaux fleuves et rivières de Chine est impropre à la consommation, selon un rapport publié récemment par CCTV, média géré par l'État. Pour les résidents, cela signifie qu'ils doivent boire de l'eau contaminée par des substances dangereuses, comme les métaux lourds et les pesticides. Les médias étatiques de Chine rapportent que seulement 11% de l'eau potable répond aux normes d'hygiène nationale. Madame Li Li, chef de l'ONG environnementale EnviroFriends basée à Pékin, souligne que plusieurs centres industriels dans tout le pays ont sacrifié l'eau potable dans leur poursuite de croissance économique. Sur la surface, il apparaît qu'il s'agit de gestion de déchets, mais en fait, Le fleuve le plus long de Chine est devenu très pollué. L'année dernière, les autorités ont rapporté que la surface d'eau contaminée dans la région avait augmenté de 12% par rapport à 2008. Li estime qu'un manque de supervision par les autorités a contribué à la progression de cette pollution de l'eau. une amende de 80 000 à 100 000 yuan n'est rien pour un grand fabricant. Outre les polluants industriels, Li nous rappelle que les produits chimiques agricoles et les eaux usées de tous les jours font également augmenter la pollution de l'eau en Chine. Quelques 150 000 litres de gazole se sont déversés dans la rivière Wei mercredi 30 décembre. La fuite s'est produite sur un oléoduc qui appartient à la compagnie pétrolière nationale, la China Petroleum Corporation, au nord-est de la Chine, dans la province du Shaanxi. Les inquiétudes sont élevées puisque la rivière Wei est un affluent du fleuve Jaune et une source importante d'eau potable pour des millions de personnes.
D'après l'agence Chine Nouvelle, les eaux du fleuve Jaune et celles d'autres sources n'ont pas été souillées par le déversement. Malheureusement, une pollution au gazole a été le cas. Il ne suffit pas de regarder seulement le PIB. Le delta de la rivière des Perles, situé au centre du Guangdong, dans le sud de la Chine, est devenu l'un des centres de fabrication les plus importants du monde. En même temps, le troisième scellé à 33 km du point de fuite et les habitants ont été avertis de ne pas utiliser l'eau de la rivière. Une enquête préliminaire a dévoilé que les dommages sur l'oléoduc avaient été causés par des travaux de construction effectués par des tiers. La Chine est confrontée périodiquement à de tels déversements dans les rivières et en conséquence l'accès à l'eau est bloqué. L'incident le plus grave a eu lieu en 2005 quand une explosion dans un établissement industriel a émis des produits chimiques toxiques dans la rivière Tsonghua. L'accident a forcé l'arrêt de l'approvisionnement en eau à près de 4 millions de personnes. L'écoulement dans les voies d'eau environnantes, l'utilisation d'engrais lourds, les déchets industriels et les eaux usées non traitées ont également provoqué l'apparition d'un tapis d'algues vertes nauséabondes sur un lac dans la province du Jiangsu en 2007. Encore une fois, plus de 2 millions de personnes ont dû fermer l'eau de leur robinet et se sont vues privées d'eau. La marée noire en Nouvelle-Zélande s'annonce encore plus grave. Des fractures supplémentaires sont apparues sur la coque du Rena, le porte-conteneur échoué depuis le 5 octobre dans l'une des plus belles baies du pays. Son capitaine a été arrêté puis libéré sous caution. Il sera jugé le 19 octobre pour navigation dangereuse. Le Premier ministre John Key parle d'une catastrophe écologique maritime qui risque de devenir la plus désastreuse dans l'histoire néo-zélandaise. Cette zone en péril, c'est Torania et la baie de Plenty, un écrin marin peuplé de baleines, de dauphins et d'autres espèces aujourd'hui menacées par une lave noire crachée par le porte-conteneur. Les galettes de fuel ont déjà atteint les plages et les habitants découvrent chaque jour horrifiés les ravages de cette pollution. Je suis très énervé. Beaucoup de gens d'ici sont aussi en colère. Beaucoup de containers du bateau n'ont pas encore été récupérés. Nous n'avons rien ici en Nouvelle-Zélande pour pouvoir le faire. Et désormais, nous craignons aussi que la coque se brise en deux. Les opérations de nettoyage sont intenses. Une véritable course contre la montre est engagée pour limiter au maximum l'impact de cette marée noire sur la faune et la flore. Des poissons morts par milliers dans le lac de Rio de Janeiro. Le ministère de l'Environnement a ouvert une enquête, mais pour les riverains, aucun doute possible. C'est la conséquence d'une forte pollution de l'eau. D'après les autorités, l'origine de d'eau usée déversée dans le lac. Ils disent qu'il y aura un traitement des eaux usées, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. La compagnie des eaux usées rejette ces accusations, mais elle a lancé une enquête pour s'assurer qu'aucune de ces canalisations ne connaissait de fuite. De récentes investigations ont déjà relevé une toxicité des voies d'eau reliées au lac. Ce qui était considéré au départ comme une qualité de la matière plastique, le fait qu'elle soit presque impérissable, se révèle être une malédiction. Un simple orage a suffi à disperser sur la côte de San Francisco cette mer de déchets plastiques. Contrairement aux produits naturels comme le cuir ou le bois, le plastique n'est pas dégradable. Il se désintègre dans l'eau en particules toujours plus petites, mais ces petites particules ne se décomposent pas par processus bactériologiques ou biologiques comme le bois ou le cuir. Elles demeurent à jamais dans l'eau et se contentent de se désintégrer en particules de plus en plus petites. Arrive un moment où elles sont si petites que les animaux les avalent sans s'en rendre compte.
Les courants sont influencés par le mouvement des masses d'air au-dessus de l'océan. Dans le Pacifique Nord, on a affaire à ce qu'on appelle un maelstrom, un violent tourbillon marin qui entraîne tout ce qui vient des côtes de l'Amérique du Nord ou de l'Asie. Les scientifiques ont remarqué que les produits en plastique, en provenance de ces deux côtes, peuvent rester jusqu'à 16 ans dans un maelstrom, avant d'être expulsés sous forme de particules plastiques et d'atterrir sur les plages de Hawaï, par exemple. On suppose que pendant les mois d'été, ce maelstrom a atteint la taille de l'Europe centrale. Ce lit de matière plastique n'a rien à voir avec une de ces décharges que survolent les mouettes et où s'ébattent les rats. C'est un véritable tapis de déchets sous-marins qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Nous avons sondé les fonds marins à cet endroit et nous avons découvert une chose incroyable. Bien qu'on soit à des centaines de milles marins de la côte, on voit des tas de mouchetures jaunes, rouges, bleues et vertes. Bref, des milliers de petites particules de plastique. Nous avons prélevé des échantillons et comparé les quantités de plastique et de plancton animal vivant à cet endroit-là. Nous avons constaté qu'il y avait 6 fois plus de plastique que de vie animale. Et la colonne d'eau que nous avons observée est au milieu de l'océan à des centaines de milles des côtes. L'océan est tout simplement utilisé comme une décharge. On y vide impunément les bennes à ordures. Cela pose un gros problème, dans le Pacifique Nord, mais aussi plus près de chez nous, en mer du Nord et en mer Baltique. Divers reportages et études scientifiques montrent qu'il y a jusqu'à 18 000 particules de plastique par kilomètre carré dans la mer du Nord. Un chiffre ahurissant. Nous sommes sur la côte hollandaise de la mer du Nord. Le professeur Jan van Franeker cherche à comprendre de quoi sont morts ces oiseaux retrouvés sur la plage. Presque tous ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. On retrouve des animaux qui sont morts empêtrés dans du plastique, mais relativement peu. Plus de 90% de ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. Cet oiseau a dû mourir de faim à petit feu. Il n'a plus ni graisse ni muscle. Il a dû agoniser. L'océanographe Jan van Franeker, qui travaille pour l'Institut hollandais IMARES, s'apprête à pratiquer une autopsie sur le fulmar boréal retrouvé sur la plage. J'observe son estomac. On dirait des pelets. Oui, il y a des pelets et des fragments de plastique. Ça ressemble à un pelet. Et ça, c'est un fragment de plastique dur. Encore un pelet? Encore un pelet. Et encore un morceau de plastique industriel. Encore un. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un bout de plastique jaune. Et encore... Peut-être que... Non, je ne sais pas ce que c'est ça.
Un des gros problèmes posés par le plastique, c'est que les substances chimiques comme le DDT ou le PCB se fixent sur des particules de plastique. Lorsque ces particules sont absorbées par de petits êtres vivants, elles restent dans leur organisme. Ces petits êtres vivants sont ensuite mangés par leurs prédateurs, lesquels sont mangés par de plus grands prédateurs. Et ces substances chimiques se concentrent au fil de la chaîne alimentaire. Les animaux qui arrivent en fin de chaîne alimentaire, et notamment les hommes, se retrouvent donc avec un monceau de matière chimique en guise de repas.